Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Food, votre rendez-vous quotidien sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Peut-on aujourd'hui se nourrir autrement face aux enjeux d'une alimentation capable de nourrir et de manière responsable et durable pas loin de 10 milliards de personnes d'ici 2050. Ils sont nombreux, femmes et hommes, à s'engager pour repenser notre modèle alimentaire, à proposer des alternatives innovantes et inspirantes, des initiatives qui portent l'ambition d'enclencher une transition alimentaire, transition nécessaire, mais qui doit être aussi pérenne et profitable à tous. 3 étudiantes sont allées à leur rencontre de la ferme à la fourchette et au-delà de nos frontières. Je reçois 2 d'entre elles. Bonjour à toutes les 2. On a Juliette Fournier-Leray, Julie Dehaye, vous êtes toutes les 2 étudiantes à l'ESCP. Vous avez réalisé avec une autre étudiante ce documentaire From Farm to Fork. Vous avez sillonné l'Europe, plutôt du Nord, on va le voir, à la rencontre de ces acteurs qui proposent des initiatives disruptives si effectivement on les distingue des pratiques conventionnelles. 41 personnes rencontrées, 7 mois de voyage, me semble-t-il, c'est ça? Oui, tout à fait. On a des éleveurs, cultivateurs, consommateurs, restaurateurs, chefs, associations. On va voir quelques images tout de suite. After hearing everything and its opposite about food, we wanted to find out for ourselves how it worked. We wanted to get an idea of the challenges that food professionals face every day as they have so many imperatives to reconcile. Feeding a growing population in a healthy, ecological and financially accessible way. So, we traveled in Europe for 7 months in order to meet the actors of a more sustainable food industry, from farm to fork. To really understand what we were talking about, we decided to work with 4 organizations in 4 countries: Germany, Denmark, Sweden and Scotland. This made us explore the different stages of the food chain: production, distribution, catering and recycling. And as this was not enough, we took the opportunity to interview other inspiring professionals in the different countries we crossed. Are you ready? The adventure starts here. Nous, en tout cas, on est prêts. Ma première question, dans quel cadre vous avez réalisé ce documentaire? Je disais que vous étiez étudiante à l'ESCP. C'était un documentaire, on va dire, de fin d'année. Projet d'études? Alors pas du tout, justement c'était une année de césure qu'on a décidé de prendre complètement en dehors de nos études. Dans le cadre de nos études, on doit faire une année de césure pour faire des stages, mais là on voulait vraiment faire quelque chose qui ne sert à rien entre guillemets et qui juste nous permette de nous développer en tant que personne avant de rentrer sur le marché du travail, puisqu'on ne se sentait pas forcément prête à ce moment-là. Et on avait envie de prendre une année autour d'un sujet qui nous tenait toutes les 3 à cœur, qui était l'alimentation durable. Pourquoi ce sujet d'ailleurs? Pourquoi ce sujet? Alors, toutes les 3, on se posait beaucoup de questions et on voulait donc partir ensemble. Et on a vraiment essayé de trouver quel était le point de ralliement face auquel on voulait toutes s'engager. Et toutes les 3, on avait toutes une certaine affection pour la gastronomie d'une façon ou d'une autre. Juliette fait des études en parallèle à Ferrandi. Moi, j'étais fan d'œnologie. Lucie avait aussi des raisons d'aimer l'alimentation. Et toutes, on avait ce côté engagé pour l'écologie. Et donc, finalement, c'est ce qui nous a toutes permis de nous retrouver et de nous donner envie de s'engager ensemble. Une passion commune. Quel regard vous portez aujourd'hui sur les grands enjeux de l'alimentation qui se posent aujourd'hui et des enjeux qui auront un impact dans les années à venir? Je le disais, 10 milliards de personnes à nourrir d'ici 2050. Ce sont les estimations de l'ONU. Pour vous, il y a urgence à agir? Je pense qu'on est toutes les 3 d'accord pour dire qu'il y a urgence à agir. Et je pense que la difficulté de l'alimentation durable, c'est que les enjeux sont nombreux. Il y a le côté avoir une alimentation saine pour le corps. Il y a le côté respecter les producteurs, leurs conditions de vie et faire en sorte qu'ils aient un mode de vie qui soit soutenable. Il y a le côté écologique, avoir un mode de production qui soit soutenable pour les générations futures. Le changement climatique, avec des producteurs sommés de s'adapter. Oui, comme d'ailleurs on a pu le voir là avec les orages, la grêle, etc. Ils ont tout perdu, etc. Donc il y a vraiment un enjeu là-dessus. Et enfin, quand même, un autre enjeu hyper actuel, c'est le fait que ce soit accessible financièrement, sachant que les matières premières, le coût des matières premières augmente. Il y a énormément d'enjeux différents et c'était un peu toute la problématique justement de notre documentaire et tout le travail qu'on a fait pendant 7 mois. C'était de savoir comment réconcilier tous ces enjeux-là pour avoir l'alimentation la plus durable pour le futur. Vous avez décidé de jeter un œil à ce qui se faisait à l'étranger. Pourquoi finalement? Parce qu'en France, finalement, on retrouve
peu ou prou le même type d'initiative, finalement? Alors c'est vrai qu'on a décidé de partir à l'étranger. On a aussi fait des interviews en France, en amont, pour commencer à vraiment s'ancrer sur les sujets. J'imagine qu'il y a aussi un travail de préparation avant de se lancer sur les routes. Oui, complètement. Mais dans les pays du Nord, on a quand même trouvé des initiatives un petit peu différentes qu'on n'avait pas forcément ailleurs. Par exemple, si je pense à la ferme verticale qu'on a eu l'occasion de rencontrer, c'était la plus grande d'Europe, qui faisait 7000 mètres carrés avec des cultures sur 14 étages. C'est des choses qu'on n'a pas aujourd'hui en France, même si certaines autres entreprises commencent à se lancer aussi sur ces axes-là. Quelle finalement est la rencontre ou le projet qui vous a le plus marqué? Je pense Il y a des acteurs très différents. En fait, vous reprenez effectivement j'avais moi le sentiment que c'était 4 maillons de la chaîne alimentaire. Vous parlez de cycle de vie, on est peu ou prou effectivement sur la même idée. Et est-ce qu'il y a une rencontre, un acteur qui vous a marqué parce qu'il était particulièrement engagé, parce que la démarche était originale ou autre? C'est super difficile de choisir. De n'en choisir qu'un. De n'en choisir qu'une parce qu'elles étaient vraiment effectivement très différentes les unes des autres. Moi, je pense qu'au niveau innovation, parce que déjà, il y a eu la ferme verticale dont Julie vient de parler. Et après, on a rencontré aussi une start-up en Suède qui travaille à labelliser les restaurants et qui travaille sur la mesure de l'empreinte carbone. Donc, elle s'appelle Climato. Et du coup, ils travaillent avec les restaurants pour que les restaurants puissent écrire sur les cartes tel burger va peser tant de kilos de CO2, enfin pas kilogrammes a priori, et qui va pouvoir influencer du coup le consommateur dans sa production selon le nombre de grammes de CO2 qui sont émis pour produire ce type de repas, et qui va travailler aussi sur le reporting en interne du restaurant pour l'aider à mesurer son empreinte carbone globale. Donc ça, en termes d'innovation facile pour aider le consommateur dans la transparence de ce qu'il consomme, c'est vraiment un pas en avant, et pour l'instant, on ne trouve pas ça en France. Donc ça, en termes d'innovation, moi, c'est ce qui m'a le plus marqué, je pense. Oui. Donc, on vous parlait des fermes verticales. Moi, dans tout ce qui est production, c'est ce qui m'a vraiment marqué, car je trouvais que c'était la solution emblématique qui permettait de demain nourrir une population en forte croissance de façon productive et à des coûts abordables. Maintenant, dans un autre registre, j'ai beaucoup aimé parler avec beaucoup de chefs de gastronomie. Oui. On a eu l'occasion de rencontrer le chef de Dragon Slot, qui est un des beaux restos étoilés du Danemark, qui en fait essaie vraiment de repenser la façon dont la nourriture va être mise à la mode, et qui, lui, n'a pas du tout de discours catégorique par rapport à l'utilisation de la viande, mais qui décide de l'utiliser d'une autre manière, de réinventer sa place dans l'assiette, en faisant un élément secondaire et pas la pièce centrale, de façon à baisser sa consommation tout en la maintenant dans les régimes alimentaires. Et c'est des approches que je trouve intéressantes, notamment pour toutes les personnes qui demain ne sont pas prêtes à franchir le cap catégorique d'arrêter complètement la viande. Pas à pas arriver à une consommation plus responsable en effectivement bougeant sur des petits curseurs sans mener la grande révolution directement. Je parlais effectivement de ces 4 maillons de la chaîne alimentaire, 4 phases du cycle de vie d'un produit. Il y a 4 chapitres dans votre documentaire: la ferme, le panier, la fourchette, le recyclage. Il y a quasiment toutes les phases, sauf la distribution. Pourquoi ? Alors la distribution, on l'a abordée dans la phase panier. Mais alors du coup c'était plus compliqué d'accès J'imagine. auprès justement des grands groupes de distribution. On en a contacté quand on était en Suède. Est-ce qu'on est plus effectivement là où ça bouge, ça va être sur le circuit court plus que sur de la grande distribution? Exactement, enfin c'est le premier maillon. Je pense que la grande distribution bouge énormément, c'est juste qu'à notre échelle d'étudiantes, on n'a pas pu accéder à ce genre de personnes facilement parce qu'on n'avait pas de lien direct avec eux. Mais je suis quand même convaincue que la grande distribution agit et qu'ils ont des moyens qui sont plus conséquents que les petites entreprises, et que par ces moyens-là, ils sont capables de changer s'ils décident justement que ça vaut le coup et qu'il faut y aller. Et on a quand même eu l'occasion de travailler avec eux de façon très indirecte, mais lorsqu'on a travaillé sur tout ce qui était gaspillage alimentaire, on a rencontré des associations qui essayaient de récupérer les invendus de supermarchés, dont la date limite de consommation était dépassée, mais qui étaient encore comestibles, fruits et légumes moches, etc. Et pour ça, ils travaillaient en direct avec les contrôleurs qualité de surfaces de grande distribution, de grossistes ou bien de retailers, ce qui fait qu'on a pu rencontrer ces magasins qui, eux, faisaient la passation des produits vers les assos.
Tous les maillons, on le sait, ont une part de responsabilité, un rôle à jouer. Quel est, selon vous, celui qui peut vraiment infléchir une véritable révolution du système alimentaire? C'est quoi? C'est le consommateur, finalement? En termes de première personne Qui doit peut agir. faire changer le modèle? Bah alors justement, on a beaucoup discuté de ce sujet-là. Et pour nous, en fait, tous les acteurs doivent agir. Et ce ne sera pas à la même échelle, ce ne sera pas forcément de la même manière. Mais on est convaincu que le consommateur, déjà, doit commencer à agir au quotidien. Et parfois, il peut rencontrer des blocages parce qu'il a l'impression d'avoir une action minime par rapport à l'ampleur de la situation. Mais malgré tout, la transition du consommateur fait agir les entreprises, puisque le consommateur... D'ailleurs, il exerce une véritable... Il a le pouvoir, c'est lui qui achète finalement. Mais il n'a pas l'impression d'avoir un rôle énorme et ça peut être frustrant. Mais est-ce qu'on ne se retrouve pas finalement, et c'est un petit peu peut-être la vision qu'on a avec ce documentaire, d'avoir des initiatives qui sont très bien, mais qui avancent en ordre dispersé? Est-ce qu'il ne faut pas une synergie finalement de ces différentes initiatives pour effectivement que tous les maillons travaillent de concert pour que ça change? Si, complètement, mais avec des petites initiatives qui se mettent en ordre de bataille. J'imagine que les plus gros acteurs seront eux aussi influencés à évoluer et que tous vont finalement réussir à trouver un chemin à peu près commun. Du moins, c'est ce qu'on espère. On se rend compte qu'il y a tout un écosystème qui se construit, notamment dans le gaspillage alimentaire. Là, on a vraiment pu voir les synergies qui avaient lieu, typiquement entre les acteurs de la grande distribution, les grossistes. Toutes les petites startups se connaissent toutes entre elles, les associations agissent aussi avec les entreprises. Et il y a quand même tout un monde qui se construit. Oui, il y a des liens qu'on ne voit pas forcément. Exactement. Alors, première question, est-ce que vous avez changé vos habitudes de consommation depuis votre retour? Et est-ce qu'il y aura une suite, peut-être? Parce qu'effectivement, il y a ces pays qui sont plutôt situés au nord. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres pays, peut-être plus au sud, dans un second temps? Alors, pour ce qui est des habitudes de consommation, je pense que toutes les trois, on a eu des chemins un petit peu différents. Avec Juliette, il se trouve qu'on est coloc. Et, donc vous avez pu engager votre révolution ensemble. Exactement, on a pu s'influencer. Et je pense que là où on a vraiment voulu essayer de s'engager davantage, c'était sur l'achat de saison et local. Donc on a trouvé une super boîte qui s'appelle Hors Norme, qui fait des paniers de fruits et légumes anti-gaspi venus du champ, mal calibrés, locaux, auxquels on s'est mise, qui arrivaient toutes les semaines. C'était vraiment top. Et je pense qu'en termes de gaspillage alimentaire, on a aussi vraiment essayé de faire attention. On a vraiment essayé de réduire la façon dont on gaspillait, car c'est un sujet qu'on a beaucoup abordé. On a ce chiffre de 1/3 des produits justement qui sont gaspillés, qui viennent nourrir les poubelles directement. Donc c'est quelque chose sur lequel on a essayé d'avancer aussi. Juliette Fournier-Leray, Julie Dehaye, merci à toutes les deux. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Food. Passez une excellente journée sur Bismart, bien entendu.